donc enregistré, voilà, qui sera bien entendu enregistré et que vous pouvez retrouver dans quelques jours sur notre plateforme de replay. Bonjour et bienvenue à toutes et tous sur cette quatrième étape du parcours Green IT by Digital League que nous avons créé donc en ce début d'année afin de vous faire profiter d'une toute petite machine à remonter dans le temps. Nous avons pu profiter durant ces 3 premières sessions. Sur la première, tout simplement une acculturation générale du Green IT, du numérique responsable, afin de pouvoir vous fournir à tout un chacun justement les premiers éléments de réflexion, d'information qui vous permettront justement de passer à l'action. La deuxième session que nous avons pu réaliser concernait justement les dispositifs et le cadre légal du Green IT. La troisième session, quant à elle, était concentrée sur la partie achat et hardware, où nous avons pu exploiter différentes pistes, hein, autant le volet hébergement que le volet smartphone, que le volet justement deuxième, voire XIMV à vos matériels informatiques. Pardon. Et aujourd'hui, justement, nous avons l'immense plaisir d'accueillir donc Amélie Cordier et Arnaud Pachot sur cette session qui a pour titre justement Intelligence artificielle et Green IT font-ils bon ménage? Un petit peu la question qu'on voulait se poser et vous poser justement durant cette session. Donc, je suis intimement convaincu et persuadé qu'Amélie et Arnaud en parleront bien mieux que moi dans les minutes à venir. Quelques petites règles avant que nous démarrions justement cette session. N'hésitez pas à utiliser donc l'onglet discussion pour des discussions, pour des messages instantanés, etc. Si vous avez des questions à poser à nos deux intervenants, donc à Amélie et Arnaud, je vous invite à utiliser l'onglet Q&R, questions et réponses, afin que nous puissions les traiter soit en cours de route, soit à la fin. Si nous les traitons à la fin, bien entendu, si vous le souhaitez, nous pourrons ouvrir vos micros et votre flux vidéo afin que vous puissiez poser votre question directement aux intervenants. Et en attendant, donc, les questions seront traitées par Oriane, que vous ne voyez pas, qui agit entre guillemets en sous-marin, en support justement sur ces onglets questions et réponses et discussions. Donc, n'hésitez pas à le solliciter si vous avez la moindre question durant cette intervention. Voilà. Et dernier point, avant de laisser la parole justement à Amélie, je viens de vous envoyer un tout petit lien dans l'onglet discussion. Suite à ces parcours green, à différentes autres actions qu'on a pu mettre en place, des DL Club Green IT, des webinaires, des focus, on travaille aussi sur une feuille de route qu'on vous proposera et qu'on vous présentera d'ici quelques semaines, afin que vous puissiez avoir déjà les premiers éléments pour entamer cette démarche de manière sereine, éclairée, et en essayant d'y voir un petit peu clair dans la jungle des informations qu'on a pu recenser pour vous. On aura le plaisir, donc le 1er juillet prochain, d'accueillir lors d'une conférence qui sera couplée à des ateliers, une table ronde et un moment networking en fin de journée. On aura, alors oui, j'ai envoyé ça qu'aux panélistes. Merci beaucoup Alexandre, et je ne l'ai pas fait aux participants. Hop, là voilà, je vous copie la bonne chose, tout le monde doit la voir maintenant. On aura le plaisir, donc je vous le glissais, d'accueillir le 1er juillet prochain donc Frédéric Bordage, fondateur du site greenIT.fr et qui agit maintenant depuis une quinzaine d'années à l'échelle de l'Hexagone sur cette thématique du numérique responsable. Donc on aura le plaisir de l'avoir durant une conférence où il pourra nous délivrer autant un état de l'art et les actions, on va dire, à venir en matière numérique responsable, que sa vision des choses, dans la mesure où, à la base, il est quand même du métier, il est architecte logiciel. Voilà. Sans plus attendre, je laisse maintenant tout simplement la parole à Amélie Cordier, qui va démarrer cette session. Merci beaucoup, Michael. Merci pour l'introduction et bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, on va vous parler de IA et Green IT et de savoir si ces deux concepts font bon ménage. Michael l'a très bien expliqué. En ce qui concerne les questions, on est tout à fait partant pour prendre les questions au fur et à mesure de la présentation, tant qu'on arrive à tenir notre timing. Enfin bref, on va faire ça de manière agile. Donc n'hésitez pas, surtout, ce sera interactif, ce sera bien plus agréable. Donc je vais commencer cette présentation. Oups, alors, si je ne suis pas au bon endroit, ça ne va pas marcher.
Par me présenter, donc, je m'appelle Amélie Cordier, je vous l'ai dit, je suis docteur en intelligence artificielle de l'Université de Lyon. J'ai fait une thèse en intelligence artificielle à l'époque où on parlait surtout de raisonnement, de représentation des connaissances et de raisonnement, et beaucoup moins d'approche statistique comme on le voit aujourd'hui. Et à l'époque, l'intelligence artificielle, c'était de la programmation comme n'importe quelle autre approche de programmation en informatique. Et on ne se posait pas les questions qu'on va se poser lors de cette session. Donc, dans mes autres casquettes, je suis la correspondante IA pour Digital Link. Donc, si vous avez des questions relatives à l'IA, c'est à moi qu'il faut les poser. J'essaierai de faire tout ce que je peux pour y répondre. J'ai une autre casquette, je suis directrice scientifique du groupe Once for All, qui est situé à Lyon. Et je suis également présidente de Lyon ISEAI, une association qui est destinée en fait à faire de la médiation scientifique auprès du grand public sur le sujet de l'intelligence artificielle. Et c'est d'ailleurs grâce à Lyon ISEAI que je me suis vraiment intéressée à la consommation énergétique de l'IA dès 2018, parce qu'on avait organisé à l'époque un cycle de conférences sur le sujet également. Je vais passer la parole à Arnaud qui va se présenter également. Bonjour à tous, Arnaud Pachot, merci Amélie. Alors moi, j'ai une double casquette là parce que je suis chef d'entreprise. J'ai cofondé une société d'informatique qui s'appelle Open Studio il y a maintenant 15 ans on est à peu près une centaine de salariés aujourd'hui, principalement en Auvergne-Rhône-Alpes d'ailleurs, avec un bureau de Lyon qui va démarrer sous peu, mais on est beaucoup Clermont-Ferrand et le Puy-en-Velay. J'ai une autre casquette qui est celle de m'intéresser à la problématique de l'intelligence artificielle dans laquelle je suis tombé il y a 2 ans, il y a plus longtemps, comme Amélie. Moi, c'est une histoire aussi qui avait démarré à la fin de mes études où j'avais fait de l'intelligence artificielle, quelque chose qui m'avait vraiment passionné, et je suis revenu à ça il y a 2 ans par le biais d'une thèse que j'ai démarrée il y a 2 ans. Donc, je suis maintenant en 3e année sur le sujet des systèmes de recommandation à base d'intelligence artificielle pour reconstruire le tissu industriel français et remettre en synergie les entreprises avec une dimension environnementale. Je présenterai tout à l'heure. Et en démarrant ce travail-là, c'est vrai que je me suis posé pas mal de questions sur ce paradoxe qui a fait naître du coup un livre blanc sur lequel j'ai contribué, donc avec d'autres personnes de mon entreprise, pour essayer un peu de mettre en perspective les aspects très positifs mais très marketés aussi de l'intelligence artificielle dans des usages qui parfois peuvent aussi être futiles, mais parfois sont particulièrement utiles, des optimisations très importantes, et puis les soucis qui sont, j'ai envie de dire, du même ordre, les mêmes soucis que le numérique qui ont été vus dans les sessions précédentes, mais accentués par le fait que l'intelligence artificielle, c'est plus de serveurs, plus de données et plus de traitements. Voilà. Donc, je te repasse la main, Amélie, et je réinterviendrai après. Merci Arnaud. Alors, on a décidé dans cette présentation d'aborder 2 angles principaux d'observation de l'intelligence artificielle. Et dans un premier temps, donc, on va parler de l'intelligence artificielle au service de l'environnement au sens large. J'ai gardé le terme green, mais je vais passer rapidement sur quelques exemples. C'est juste pour vous donner cette idée qu'on voit aujourd'hui, et ça fait souvent les titres des médias, que l'intelligence artificielle peut être vue comme une opportunité pour résoudre des problèmes sociétaux, des problèmes environnementaux, des problèmes énergétiques. Alors, on a choisi quelques exemples plus ou moins locaux. Le premier que je voulais aborder, c'est une société qui s'appelle Energency, qui a basé sa R&D à Lyon. Et Energency, par exemple, c'est un exemple flagrant de l'utilisation de la data et un petit peu d'IA, notamment des modèles prédictifs, pour aider les industries, en particulier les industries qui utilisent des objets très consommateurs d'énergie, comme des fours à haute température, à optimiser leur consommation énergétique. Donc, en 2 mots, ce que fait Energency, c'est tout simplement analyser, faire un diagnostic de la consommation énergétique d'une usine, détecter les éventuelles fuites énergétiques et faire des recommandations à l'entreprise dans le but de faire diminuer sa facture énergétique et donc, par conséquent, son impact carbone. Donc ça, c'est un premier exemple très bénéfique de l'utilisation de l'IA aujourd'hui pour adresser des problèmes écologiques et environnementaux.
Deuxième exemple, un petit peu dans le même esprit, mais avec un domaine d'application différent, Namer, qui est une société qui prend beaucoup d'ampleur actuellement, dont le siège social est basé à Paris, a commencé son activité en collectant énormément de données sur notre environnement, et notamment sur les fameux PLU, les plans d'urbanisme, pour être capable d'analyser, et donc en combinant ça avec des données GPS notamment et des images satellites, d'être capable d'identifier très rapidement quels sont les emplacements optimaux pour positionner des panneaux solaires, en particulier en milieu urbain. L'objectif, il est simple, mettre le moins de panneaux solaires possible pour avoir le meilleur rendement et donc, une fois de plus, diminuer la facture énergétique, à la fois sur la production des matériaux et sur la production d'énergie subséquente. Donc, c'est un deuxième exemple efficace de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour adresser nos problèmes écologiques. Troisième exemple, dans un domaine totalement différent, alors j'ai choisi une entreprise finlandaise qui s'appelle Zen Robotics, et qui fait un bras robotisé, ça c'est pas très compliqué. Ce qui est intéressant, c'est surtout l'IA qui est derrière pour faire du tri à haute intensité de déchets et faciliter leur recyclage. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir dans le monde du recyclage, c'est que la majorité des matériaux qui ne sont pas recyclés ne le sont pas, non pas parce qu'on ne peut pas, mais parce qu'on ne les a pas triés correctement en amont. Donc là, grâce à l'IA, on trie beaucoup plus de matériaux de manière efficace et donc on peut les recycler de manière utile. Voilà, donc ça, c'était 3 exemples. On pourrait en prendre des tonnes. Il y a même un livre qui est sorti sur le sujet dont je vous parlerai dans les références, qui recense aujourd'hui plus de 1000 entreprises qui utilisent de l'IA ou du numérique au sens large au service des défis énergétiques et environnementaux de notre planète. On a choisi aussi d'y passer un petit peu plus de temps, c'est de vous parler de l'angle de la consommation énergétique de l'intelligence artificielle. Parce que certes, on peut utiliser l'IA pour diminuer notre consommation énergétique en tant que citoyen, mais en fait, quand on utilise de l'IA, finalement, on consomme. Et on va essayer de vous expliquer un petit peu pourquoi. Je vais commencer, puis je passerai la parole à Arnaud qui rentrera davantage dans les détails et dans des exemples très concrets. Alors, comme je vous ai dit en introduction, ça n'a pas toujours été un problème, la consommation énergétique de l'IA. D'ailleurs, au début, on avait même plutôt le problème inverse. De toute façon, on n'avait pas assez de puissance de calcul. Les ordinateurs ne permettaient pas de faire des choses absolument miraculeuses comme aujourd'hui, et donc on ne se posait pas la question de la consommation énergétique. Et c'est une préoccupation qui finalement a émergé et continue à s'accentuer depuis qu'on utilise en intelligence artificielle beaucoup plus de données et beaucoup plus de calculs, donc depuis finalement qu'on fait du deep learning. Alors pourquoi c'est important? Parce que les données, ça prend de la place, il faut les stocker, ça demande un support matériel pour les stocker, il faut les faire transiter. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas le stockage des données qui coûte le plus cher, c'est le déplacement d'une donnée d'un point à un point B. Donc il faut les déplacer sur le réseau, puis après il faut les traiter, donc ça coûte de la puissance de calcul. Alors, un des premiers exemples flagrants que j'ai cité ici, c'est une étude qui a été faite sur AlphaGo il y a quelques années. Alors, pour resituer, AlphaGo, c'est le programme qui a battu l'Isidol au Go. L'Isidol, c'est le champion du monde, c'était le champion du monde de Go à cette époque. Et il y a beaucoup de chercheurs qui se sont penchés sur la consommation énergétique d'AlphaGo, notamment l'utilisation de CPU, donc des processeurs, de GPU, des processeurs graphiques qui font du calcul hautement parallèle, l'énergie utilisée par les cerveaux des scientifiques pour programmer ces GPU, ces CPU, et surtout pour entraîner les modèles qui sont sous-jacents à AlphaGo. Et en face, il y a l'Isidol qui, lui, n'a qu'un cerveau humain et qui boit un café pendant la partie. Alors, j'avais fait des calculs à l'époque sur la base des données que vous pourrez retrouver dans les différents articles. Et notamment, j'avais calculé que uniquement pendant la phase d'exécution, c'est-à-dire sans compter l'entraînement du modèle qui est sous-jacent à AlphaGo, donc AlphaGo consommait l'équivalent de 813 Licidol, juste en exécution. Je ne vous parle pas de l'entraînement. Donc finalement, on peut se demander si toute cette débauche d'énergie est vraiment intéressante pour prouver qu'on peut battre un humain au Go. Et je ne vous parle même pas d'AlphaGo 0 qui est encore un autre sujet. Alors, ce sujet de la préoccupation de green, en fait, elle commence à intéresser la communauté de chercheurs. Notamment, il y a beaucoup de papiers qui sortent depuis 2016-2017 et il y a ce papier fondateur de la communauté qu'on appelle Green AI
qui émane d'un centre de recherche privé aux États-Unis qui s'appelle Allen Institute for AI et qui s'intéresse au concept d'IA, ce qu'ils appellent efficiente, c'est-à-dire qu'il non seulement obtient des bons résultats en termes de performance, mais qu'il les obtient aussi en consommant le moins d'énergie possible. Et donc, ils ont une étude très intéressante où ils comparent ce qu'ils appellent la Red AI, c'est-à-dire l'IA dans laquelle ce qui est important, c'est les résultats, qu'importent les moyens, avec la Green AI, l'IA équivalente, donc qui obtient aussi des bons résultats, mais en essayant d'optimiser les performances énergétiques. Alors, comme on peut le voir sur ce diagramme qui est issu du papier que je viens de vous montrer, c'est une préoccupation qui est grandissante dans la communauté des chercheurs. Ici, vous avez les principales conférences en machine learning et en deep learning des dernières années. Et on voit par exemple qu'en 2018, la majorité des papiers s'intéressaient uniquement à la performance des modèles, c'est-à-dire à la capacité de dire mon modèle il est fiable à 99,98%. Et de plus en plus, on voit apparaître dans les conférences des indicateurs d'efficience, c'est-à-dire de dire oui, mon modèle il est fort à 98,99%, mais il est aussi très performant énergétiquement, il prend moins d'opérations, il s'exécute plus vite, il demande moins d'entraînement. Il y a plusieurs critères qu'on peut utiliser pour essayer de diminuer globalement la consommation énergétique de ces modèles. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'avoir quelques ordres de grandeur pour essayer de comprendre de quoi on parle quand on parle de la consommation énergétique liée, par exemple, à l'entraînement d'un modèle de machine learning ou de deep learning. Alors, les ordres de grandeur, c'est toujours un petit peu arbitraire parce qu'on ne sait pas exactement quelles données ont été utilisées pour les calculer. Mais globalement, j'aime bien ce graphique qui essaye d'estimer l'émission de CO2 de différentes activités. Donc, par exemple, un voyage en avion entre New York et San Francisco, ça correspond à 2000. L'unité, c'est les LBS en l'occurrence. Alors, il faudrait convertir ça en kilos. Je ne l'ai pas fait, je suis désolée. Mais en gros, on va dire 2. OK, très bien. En comparaison, un humain, pendant une année de sa vie, consomme finalement 5,5 fois plus qu'un simple voyage en avion. Okay, ce qui relativise les voyages en avion. Finalement, à chaque fois que je fais un voyage en avion, je consomme une demi-année de ma vie de CO2. Alors, un truc intéressant sur ce diagramme, c'est de voir qu'il y a la vie humaine puis la vie américaine. Alors, ce n'est pas que les Américains ne sont pas des humains, c'est tout simplement qu'on sait tous que les émissions de CO2 sont fortement dépendantes de plusieurs facteurs qui dépendent des pays, et notamment de la façon dont les pays produisent leur énergie. Et les Américains sont absolument mauvais à produire de l'énergie CO2 compatible, et donc un Américain produit 3 fois plus de CO2 finalement qu'un humain moyen du reste de la planète. Une voiture, et vous allez voir, c'est un indicateur important pour la suite. Une voiture, pendant sa vie, pendant une année de sa vie, en comptant le temps de fabrication, consomme 126, c'est-à-dire 60 fois plus qu'un voyage en avion entre New York et San Francisco. Et à côté de ça, alors, on change complètement d'ordre de grandeur. Entraîner un seul modèle de machine learning pour reconnaître des chats dans des images, c'est 626 points d'unité de production de CO2. Donc voilà, ça vous donne des ordres de grandeur. Encore une fois, c'est assez arbitraire, mais c'est pour bien vous montrer que finalement, c'est quelque chose qu'il faut prendre tout à fait au sérieux. Alors, on a à peu près les mêmes chiffres ici, avec un focus sur l'entraînement de modèles qu'on connaît bien, notamment les architectures type Transformer de Google, et puis le modèle BERT, qui est un modèle de langage qui est assez récent, et où on voit en fait que finalement, entraîner des modèles à base de Transformer, c'est extrêmement consommateur d'énergie. Je ne vais pas m'attarder sur les chiffres, ce qui m'intéresse, c'est juste que vous ayez les ordres de magnitude. On peut faire la même chose en euros ou en dollars en l'occurrence. Et c'est assez intéressant parce que finalement, on se rend compte que l'enjeu de réduire la consommation énergétique des modèles, de l'entraînement et de l'exécution des modèles de machine learning et de deep learning, ce n'est pas seulement un enjeu éthique ou moral, c'est aussi un enjeu financier qui va devenir stratégique pour la majorité des industries et qui est déjà stratégique pour les chercheurs.
Pour la petite anecdote, aujourd'hui, la majorité des laboratoires de recherche, que ce soit en France ou dans le monde, ne peuvent pas, comment on appelle ça, ne peuvent pas faire concurrence aux GAFA, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers d'entraîner des modèles de la même ampleur que les modèles des GAFA. On a juste une petite question, je te coupe, Oui. Amélie. Je t'en Il y prie. a Baz Decker qui nous dit: je suppose que l'algo de Go travaille de façon similaire à l'algo d'échecs, en taillant l'arbre des possibilités de ces branches n'aboutissant pas ou très peu probablement à des situations gagnantes. Est-ce exact de dire que plus on taille intelligemment, moins on consomme d'énergie, mais que l'on empêche des chemins improbables mais géniaux, rendant par cela l'algo IA moins intelligent? Est-ce que la relation beauté d'un algo et consommation énergétique est une sorte de loi pression par volume? On perd un côté de ce que l'on gagne de l'autre. Alors, merci pour la question, Bass. Il y a du vrai dans ce que tu dis. En fait, AlphaGo ne fonctionne pas exactement comme DeepMind, pardon, pas DeepMind, Deep Blue, qui avait battu Garry Kasparov. En fait, Deep Blue est une combinaison d'heuristique et de force brute, ce qu'on ne peut pas faire avec AlphaGo parce que le nombre de possibilités, donc le nombre de combinaisons possibles sur le Goban est bien trop important. Donc AlphaGo combine des méta-heuristiques, des MCTS, donc Monte Carlo Tree Search, qui est une stratégie effectivement pour élaguer l'arbre des possibilités du Go. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il travaille aussi avec des outils de vision, où en fait il a une espèce de... Donc il est capable de percevoir le Goban, le plateau, et d'avoir une intuition des coups à faire sans même représenter les possibilités numériquement parlant. On ne va pas rentrer dans les détails parce qu'on va s'écarter, mais effectivement, la beauté de l'algorithme joue dans son efficacité. Quelque part, on peut le voir comme ça. Pour moi, un bel algorithme, c'est non seulement un algorithme, et c'est vrai pour des modèles de machine learning, c'est non seulement un algorithme qui me permet d'aboutir à la bonne solution, ou en tout cas à une solution avec un bon niveau de confiance, mais qui me permet de le faire sans faire fondre 3 cm de banquise. Alors justement, ça tombe bien qu'on en parle, toujours pour vous donner cette idée des ordres de grandeur. En fait, ce dont on s'aperçoit sur ce graphique, c'est qu'entre 2012, donc on date à 2012 l'avènement du deep learning, et aujourd'hui, alors ici vous avez une échelle logarithmique, on fait quasiment fois 300 000 sur la puissance nécessaire à l'entraînement des modèles que l'on développe. C'est un chiffre que même moi, je n'arrive pas à imaginer. En fait, je n'arrive pas à saisir matériellement ce que ça veut dire. Je me faisais la réflexion en venant à ce webinaire tout à l'heure dans ma voiture. Je me demandais aujourd'hui la puissance des voitures, si c'est 300 000 fois la puissance des chevaux à l'époque où on se baladait en petite carriole, et je ne crois pas. Voilà, il faudrait faire le calcul, ce serait intéressant. Alors, avant de continuer, je voulais insister sur un point important, justement, qui est lié à cette perception de la consommation énergétique du machine learning et du deep learning qui est intangible, finalement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui travaillent sur ces algorithmes soit utilisent des outils disponibles sur étagère, à part les quelques chercheurs qui les développent. En général, on n'a pas conscience de la consommation énergétique des outils qu'on utilise. On travaille tous sur notre petit laptop branché sur notre prise 220 qui chauffe un peu quand on le fait travailler, mais finalement, les algorithmes qu'on déploie, on les déploie quelque part dans le cloud, on appuie sur Run et puis on attend que ça se passe. Et on n'a aucune idée, c'est particulièrement vrai dans certaines industries, on n'a aucune idée finalement de l'ampleur de ces algorithmes, de leur consommation énergétique. On n'a pas d'indicateur de performance, d'efficience énergétique, et donc on a un défaut de culture là-dessus. Si on avait un petit feedback qui nous disait, comme finalement la jauge d'essence dans notre voiture, qui nous disait combien on a consommé en appuyant sur Run, peut-être qu'on serait un petit peu plus parcimonieux dans la façon dont on conçoit, dont on développe, dont on teste et dont on met en production nos différents modèles. Ça, c'est quelque chose qui finalement n'est pas intrinsèquement lié à l'intelligence artificielle, mais qui est lié à toute l'architecture logicielle sous-jacente au déploiement de modèles en intelligence artificielle. Et ça va du plus petit détail à la vision la plus générique. Le plus petit détail, et j'aime bien mettre ce tableau pour l'expliquer, c'est tout simplement le langage de programmation qu'on utilise. Alors, je ne vous demande pas de me lire toutes les valeurs, mais juste pour vous donner une idée,
Si on s'intéresse uniquement à la performance énergétique des langages de programmation pour réaliser certaines opérations, par exemple la multiplication, on s'aperçoit que intrinsèquement, de la façon dont est construit le langage, certains langages sont plus efficaces que d'autres. Par exemple, le C a une unité énergétique pour, disons, exécuter la multiplication qui est de 1. En comparaison, le Python, qui est le langage majoritairement utilisé aujourd'hui pour faire de l'IA, est 75 fois plus gourmand. Donc déjà, à la base, dans le choix des outils qu'on utilise pour faire de l'intelligence artificielle, on introduit un potentiel facteur de réduction ou en l'occurrence d'augmentation de la consommation énergétique de nos algorithmes. Et puis, ça peut être, alors ensuite, ça passe par les outils qu'on utilise. Tout ça, vous l'avez certainement vu dans la culturation au Green IT. Et ça peut aller jusqu'à la consommation des modèles qui, eux, prennent en compte l'architecture matérielle sur laquelle vous les développez, le nombre d'heures pendant lesquelles vous allez utiliser le modèle, où est-ce que vous allez l'héberger et dans quel pays du monde vous allez l'héberger. Alors, si vous êtes un peu curieux, je vous ai mis ici le lien vers un outil qui permet de calculer une estimation de la consommation énergétique de n'importe quel modèle. Et vous pouvez jouer avec l'outil et vous rendre compte qu'à code équivalent, si vous déployez chez Amazon à Paris ou chez Google aux États-Unis, eh ben, vous pouvez aller du simple au triple en termes d'émissions carbone. C'est assez impressionnant. Donc, je vais repasser la parole à Arnaud qui va aborder d'autres sujets liés à cette question. Et notamment, merci Amélie, et notamment les perspectives. Si on regarde un peu le passé, on sait qu'on a souvent des verrous technologiques qui sont levés à un moment donné et que l'efficience justement des algorithmes ou l'efficience même des machines tend à progresser. Et pour ça, on sait qu'on n'est pas du tout arrivé au bout parce qu'on a un modèle qu'on connaît bien, c'est nous-mêmes, avec des estimations approximatives, mais qui nous donnent une consommation de 20 watts pour un cerveau humain. Et donc, on sait qu'on a matière à optimiser en s'inspirant du cerveau humain, ce qu'on appelle le biomimétisme, enfin de la nature, parce qu'il n'y a pas que le cerveau humain, mais les êtres vivants et la nature. C'est d'ailleurs dans les fondements même de l'IA. L'objet même de l'IA, finalement, c'est le biomimétisme. Donc, ce n'est pas étonnant que nombre de recherches aujourd'hui tendent à s'inspirer des sciences cognitives pour mieux appréhender la data science, l'intelligence artificielle. Les deux se nourrissant mutuellement. C'est-à-dire que finalement, les progrès en data science nous permettent de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau et donc les sciences cognitives. Et en comprenant mieux le fonctionnement du cerveau, on est capable d'appréhender différemment des problématiques sur lesquelles on bloque, de lever des verrous technologiques et de pouvoir du coup faire des gains d'efficience très importants. Alors, parmi les pistes, enfin les travaux, les domaines de recherche qui occupent le plus aujourd'hui donc les chercheurs, on a les puces neuromorphiques. Les puces neuromorphiques, ce n'est jamais que la version matérielle, hardware finalement des réseaux de neurones, qui aujourd'hui sont des réseaux qui effectivement s'inspirent des réseaux de neurones humains, mais sont sous un angle logique et informatique. Et donc là, on a du coup une architecture matérielle dans laquelle les neurones communiquent ensemble par niveau de tension, comme dans le cerveau humain. Et c'est assez marrant, d'ailleurs paradoxal, puisque c'est un retour à l'analogique. Et aujourd'hui, on en est au domaine du prototype fonctionnel, et c'est vrai qu'on a des consommations énergétiques qui sont quand même de l'ordre de 10 000 fois moindres. Donc, on peut tout à fait, en tout cas sous un premier angle, on verra que c'est plus complexe que ça, mais se réjouir en tout cas d'un palier qui a été franchi de façon très importante, puisqu'on est vraiment sur les premiers protos. Ça laisse augurer des gains qui seront encore bien supérieurs à l'avenir et qui pourraient résoudre d'une certaine manière la problématique de consommation énergétique. Sachant que, comme l'a évoqué Amélie, en fait, la problématique de consommation énergétique, c'est d'abord une problématique de temps de calcul. Le temps de calcul étant corrélé à la consommation énergétique. Et du coup, et en fait, de toute façon, ça a toujours été l'histoire de l'informatique, que d'optimiser ce qu'on appelle la complexité algorithmique, que d'optimiser les algorithmes pour les faire ne serait-ce qu'aboutir. Parce qu'on oublie cette notion-là, mais c'est qu'il y a de nombreux cas qui ne sont juste, pour lesquels on n'a pas de solution, parce qu'on est dans des problématiques combinatoires qu'on n'arrive pas à, voilà, sur lesquels on n'arrive pas à aboutir. Donc, un autre domaine de recherche, c'est aussi l'optimisation des hyperparamètres. L'exemple qu'a donné Amélie tout à l'heure sur
le projet BERT, il me semble, ou Transformer, on avait 3200. En fait, on avait des. C'est vrai que c'est une publication qui a fait date parce que donc en 2019, les chercheurs ont mesuré non seulement le temps d'apprentissage d'un modèle, mais le temps de mise au point du modèle qui inclut, en fait, quand on fait un modèle, il y a ce qu'on appelle des hyperparamètres qui sont liés à la structure du réseau, à la façon dont on va apprendre le réseau. Et pour arriver à un optimum, enfin en tout cas une solution, on expérimente un certain nombre de types de modèles et on joue sur les hyperparamètres. Et dans la publication qu'évoquait Amélie, en fait, ils ont fait 3200 fois, 3200 apprentissages pour obtenir un apprentissage. Et donc, il y a tout un domaine de recherche qui vise à optimiser, grâce à l'IA, la recherche de ces hyperparamètres pour converger finalement vers une solution acceptable dans un temps raisonnable, voilà, directement, voilà, pour optimiser ça. Amélie, si tu peux. Ouais. Seulement, le problème qu'on a en intelligence artificielle, c'est que finalement, comme ça a été évoqué tout à l'heure, on a une limitation. En fait, comment dirais-je, il y a des fonctionnalités qu'on ne fait pas aujourd'hui, mais qu'on ferait si on avait la puissance nécessaire. Et en fait, aujourd'hui, les limitations en termes d'énergie, elles sont liées à la limitation de la capacité. Et aujourd'hui, c'est le nombre de paramètres qui rend gigantesque et les données sur les systèmes qu'on a évoqués. Il faut savoir que s'il y avait demain ce verrou qui saute, et à ce moment-là, directement, on irait sur des modèles encore plus gros avec encore plus de paramètres. Donc, déjà sur ce point-là, je suis quasi certain que ça ne résoudra pas en fait la problématique de la consommation énergétique. Et j'ajoute, pour ce qui est de la mobilité, c'est qu'on a un invariant, c'est la nécessité qu'un terminal mobile, qu'un téléphone finalement tienne une charge, un temps raisonnable de 24 heures, enfin, etc. Clairement, un téléphone qui durerait que quelques heures ne serait pas commercialisable. Et une application qui s'installerait sur un téléphone, et qui, on sait qu'aujourd'hui, il y a de l'IA qui tourne sur les téléphones, et qui consommerait votre batterie en quelques heures, du coup, serait vouée à l'échec. Donc, cette optimisation en fait, de la puissance, elle va plutôt avoir pour effet aujourd'hui de faire passer plus de fonctionnalités finalement sur ces téléphones dans ce cahier des charges qui consiste à tenir la charge sur une durée de 24 heures. Je ne sais pas si c'est 24 heures, mais quelque chose de raisonnable pour les tests, pour le marché en tout cas. Et un autre point, et on retrouve la même chose par exemple sur tout ce qui est objets connectés. Aujourd'hui, on a un déploiement de l'IA dans des versions, c'est vrai, simples, sur des objets connectés, notamment à base de microcontrôleurs. Il y a une librairie qui s'appelle TensorFlow Lite qui permet de déployer ça. On peut si on regarde à la loupe TensorFlow Lite, on va considérer que c'est une solution d'IA qui est tout à fait économe en énergie, effectivement, enfin en tout cas très efficiente, mais on va déployer de l'IA dans des domaines dans lesquels il n'y en avait pas. Et donc, voilà, faut prendre aussi cette dimension en compte. Et finalement, on n'a pas de réduction globale des consommations énergétiques qui sont liées en fait à l'amélioration des algorithmes. Tu peux changer, ouais. Du coup, on arrive sur, voilà, on fait un slide sur la nécessaire sobriété. Je pense que c'est, à mon avis, le trait d'union des différentes conférences. Une fois qu'on a dit ça, en même temps, on n'a pas résolu tous les problèmes parce que il ne s'agit pas d'être dans l'idéologie. Je pense que le sujet de fond, c'est la valorisation d'une IA responsable. Et ça peut passer par un label, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un goodwill à mettre de l'IA surdimensionné dans les applications. On le voit sur les montants des levées de fonds qui sont faites sur les startups, qui sont plus importantes lorsqu'il y a de l'IA dedans. Pourquoi ? Parce qu'en termes de marketing, c'est un moteur fort. Et aujourd'hui, il faut inverser la balance en essayant d'aller plutôt dans le modèle qu'avait suggéré Cédric Villani en 2018, admirable, qui consistait à dire que dans un bras de fer entre États-Unis et Chine, ou dans lequel on peine, mais littéralement, on va dire, à sortir du jeu en tant que même Union européenne, il y a une vraie porte de sortie, ce qu'on appellerait en stratégie un océan bleu, consistant à dire qu'on va sortir du lot en n'étant plus dans un monde compétitif où on joue sur la précision, mais en mettant notre modèle sur une IA qui soit à la fois responsable, mais de la même façon éthique
de la même façon explicable, c'est-à-dire transparente. C'est un autre sujet, mais le deep learning entraîne des problèmes, ce qu'on appelle des boîtes noires, c'est-à-dire que la multiplicité des couches et des neurones fait qu'on est incapable d'expliquer pourquoi une décision a été prise. Donc, à la fois, on sent que l'être humain, avec ses 20 watts, a une plus forte capacité à, on va dire, dans une fonction de généralisation, à généraliser à partir de quelques cas. Donc, il y a quelque chose de beaucoup plus optimisé. Et en même temps, on sent qu'il y a des enjeux sociétaux et environnementaux qui pourraient tout à fait trouver, on va dire, converger avec une dynamique économique pour notre pays et pour l'Europe. Donc ça, j'en suis convaincu. De toute façon, je crois que l'efficience des algorithmes ne résoudra pas le problème parce que ça nous ouvre de nouvelles possibilités. Et comme on l'a évoqué donc, du coup, à plusieurs reprises, et même des choses qu'on ne sait pas faire aujourd'hui, on parle d'IA générale, etc. Vous voyez que ça pousse de tous les côtés pour faire de l'IA et encore plus d'IA. Voilà. Pardon, j'ai oublié de rallumer mon micro. Merci Arnaud. Alors, juste pour vous inviter à poursuivre la réflexion, on vous a sélectionné quelques petites initiatives en France et à l'étranger qui s'intéressent au Green IT et en particulier Green AI. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'initiative aux États-Unis qui a fait l'objet d'une communication spécifique dans ACM, qui est une on va dire des revues les plus significatives en informatique et en particulier en intelligence artificielle. Il y a des vidéos très intéressantes qui expliquent les différents enjeux et qui résument aussi les opportunités dont Arnaud vient de vous parler. Donc, je vous invite à aller voir les liens qu'on vous a mis en avant dans cette présentation si vous voulez approfondir le sujet et notamment voir comment on pourrait aller vers cet indicateur dont parlait Arnaud à l'instant, notamment en mesurant non seulement l'efficacité, mais aussi l'efficience selon plusieurs critères des différents modèles, notamment le nombre d'apprentissages de ces modèles. Alors, ça dépasse le champ de l'IA et ça s'approche du numérique, hein, mais il y a l'initiative Coq Vert de BPI France qui invite vraiment, qui pousse toutes les initiatives Green IT. Donc, on vous a également sélectionné le lien, ça paraissait essentiel de le mentionner. Au niveau français, toujours, il y a une loi qui est en cours de discussion qui s'appelle REEN, donc pour réduire l'empreinte environnementale du numérique, je vais y arriver. Et donc, vous trouverez donc tous les détails et les résumés des différents débats sur la page du Sénat. On voulait également vous donner quelques références d'articles, parce que peut-être que vous n'avez pas le temps de vous plonger dans toutes les ressources qu'on vous a sélectionnées. Il y a pas mal d'articles intéressants sur le sujet et qui pointent vers de bonnes références. Donc, on a déjà parlé du livre blanc de Open Studio auquel Arnaud a contribué. Voilà, vous voyez qu'il est relayé sur plusieurs organisations. Donc, surtout, n'hésitez pas à aller le consulter. Personnellement, je l'ai lu et c'est passionnant. Cette initiative de se prononcer sur le sujet, hein, elle n'est pas propre, enfin elle est propre à Open Studio en l'occurrence, mais d'autres font la même chose. Par exemple, en France, il y en a plein. J'ai pris un exemple au hasard qui est Capgemini. Voilà, vous pourrez trouver énormément de ressources et d'exemples concrets d'actions pour réduire globalement notre empreinte carbone au sens large grâce à l'IA, soit en améliorant notre IA, soit en utilisant l'IA pour des causes que l'on peut optimiser. On a une autre question de Bas Decker qui nous dit « Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais la question d'avoir été cherchée au fond de la matière, entre parenthèses le gène, l'atome, nous donnant par là un certain pouvoir sur la nature, pose la question de l'équilibre thermodynamique entre l'action de l'homme et son environnement. L'idée que l'informatique issue du monde de l'atome puisse nous sortir d'un déséquilibre dans lequel nous nous sommes mis semble vertigineuse. Qu'en pensez-vous » C'est une bonne question de conclusion, je pense. Je pense qu'Arnaud a dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure. Si tu veux rebondir, surtout Arnaud, n'hésite pas. Lorsqu'il a expliqué qu'aujourd'hui, on était poussé, alors j'aime bien le « on » parce qu'on ne sait jamais qui est « on », mais on est poussé à mettre de l'IA à tout prix et dans tout. Et on a cette envie de performance permanente qui fait qu'on a tendance à faire un peu n'importe quoi sans regarder les conséquences de ce qu'on fait, en particulier les conséquences long terme. Moi, je trouve ça plutôt bien d'avoir
une vision vertigineuse qui est que peut-être que la technologie que nous produisons pourrait nous sortir de l'ornière que nous avons créée nous-mêmes. Voilà. Arnaud, je t'en prie, vas-y. Oui, moi je parlais du biomimétisme. En fait, on voit qu'on s'inspire de la nature, mais parce que en fait, la théorie de l'évolution, c'est une longue fonction d'optimisation et pour la survie de l'espèce, en fait, en fin de compte. Et ce qui est intéressant, c'est que si on suit ça, finalement, quelque part, dans cette pyramide de Maslow des choses élémentaires, la survie, etc., qui interviennent, à cause de la problématique environnementale et donc la survie de l'espèce, on va commencer à, finalement, il va y avoir un virage qui a déjà été initié, mais qui va peut-être revenir très, très fort pour trouver absolument des solutions. Voilà. Donc, dans ce sens-là, peut-être que le passé, bon, regarder le passé pour prédire l'avenir ne marche pas toujours, mais on pourrait imaginer que du coup, ce soit par la technologie. Mais il est vrai que les discours technophiles tiennent difficilement quand même quand on regarde aussi les courbes. Voilà. Donc, j'ai pas plus d'avis que ça. Mais, Alors, justement, excellente question. on va revenir sur les discours technophiles. Alors, je me suis amusée à regarder ce qu'en disaient les GAFAM. Donc, j'ai tapé IA et environnement dans un moteur de recherche bien connu. Et puis, donc chaque grand groupe aujourd'hui a son initiative IA pour les grands challenges et en particulier le challenge environnemental. Il y a bien que lorsqu'on tape IA et environnement Amazon, qu'on trouve un bouquin qui parle d'autre chose et non pas l'initiative d'Amazon, mais ça, c'est une petite anecdote. Bref, sachez que les GAFA, alors peut-être que c'est pour s'acheter une conscience ou peut-être que c'est une vraie initiative, mais ils financent tous des programmes de recherche pour améliorer l'impact énergétique, l'impact environnemental de leurs outils et en particulier de l'IA. Alors, ça peut aller du data center qui utilise des énergies renouvelables plutôt que des énergies lourdement chargées en empreinte carbone à du financement de programmes de recherche et développement pour améliorer l'efficience des stratégies d'entraînement, des modèles. Donc, si vous voulez creuser un peu le sujet, voilà, vous avez quelques pointeurs. Sachez qu'il y a beaucoup d'initiatives en ce sens. Donc, comme je vous ai dit, hein, on vous a sélectionné quelques articles. Je passe dessus, mais globalement, ce sont de bonnes lectures. Vous retrouverez dans les slides que Mickaël vous mettra à disposition toutes les références de ces différents articles ou papiers scientifiques qu'on a cités dans la présentation et dont je vous ai récapitulé les liens directs ici. Je vais repasser la parole à Arnaud pour nous parler de l'Atlas. Merci. Du coup, un projet IA for Green. Et du coup, alors, qu'est-ce que l'Atlas? D'abord, je ne suis pas tout seul. C'est vrai qu'on est intervenu, nous, Open Studio, dessus, mais c'est un projet qu'on a mené avec l'Université Clermont-Auvergne et différents acteurs en Auvergne-Rhône-Alpes, dont l'Institut Auvergne-Rhône-Alpes du développement des territoires, qui sont plutôt, profil sciences économiques. Le fondement de ce projet, c'est de dire que on va essayer d'utiliser l'intelligence artificielle et tout un tas de la data science pour arriver à recréer des synergies pour guider les politiques territoriales. Si tu veux passer sur le slide suivant. En fait, nous, on travaillait sur ce projet-là. Moi, dans le cadre de ma thèse, j'étais sur les systèmes de recommandation, mais plutôt e-commerce. Et j'ai eu l'opportunité de travailler sur ce sujet avant la crise du Covid, dans laquelle on travaillait sur les problématiques de résilience sur les territoires, la capacité d'un territoire à supporter un choc déstabilisateur, et la capacité des acteurs à rebondir, à se diversifier, en essayant de définir des indicateurs et des lignes de conduite pour améliorer tout ça, donc des recommandations. Est arrivée la crise du coronavirus qui, finalement, début 2020, a tout de suite bloqué des productions industrielles françaises. Et on s'est retrouvé avec une mise en lumière, on va dire, de cette problématique que nous avions depuis longtemps, mais c'est vrai qu'il finalement, par un long laisser-aller voilà, pendant des années, on va dire que nos pays européens ont laissé faire une production dans des conditions non maîtrisées, en ajoutant des contraintes environnementales en France, sans se soucier de la façon dont les produits étaient fabriqués. On s'est rendu compte pendant la crise du coronavirus qu'en fait, il y a plein de produits
assez simples qu'on ne savait plus faire. Et paradoxalement, on a aussi remarqué ce que nous, on avait modélisé comme des sauts productifs, c'est-à-dire que face à la pénurie, il y a des entreprises qui se sont adaptées dans l'urgence pour faire face justement à la demande, et en l'occurrence, une capacité d'entreprises qui fabriquaient des parfums, de la peinture, des cosmétiques, à fabriquer du gel hydroalcoolique. Un autre exemple, ça a été, nous, en Haute-Loire, on a un industriel, nous, c'est le secteur de la plasturgie, hein, Sainte-Ségolène, on a un industriel qui fabriquait de l'emballage plastique et qui, voyant que le personnel soignant s'était habillé de sacs poubelles littéralement au début du confinement, au début de l'épidémie, sans aucun moyen de protection, hein, rappelons les conditions, a adapté son outil de production pour leur fabriquer des blouses qui jusque-là étaient importées de Chine et qui, du coup, du fait de la rupture d'approvisionnement, effectivement, ne parvenaient pas au personnel soignant. Et cette proximité qu'il y a entre les blouses médicales en plastique et puis l'emballage plastique, et comme la proximité qu'il y a entre le parfum, la peinture et la fabrication de gel hydroalcoolique, ce sont des proximités de savoir-faire qui sont modélisées. Et ce qui nous a intéressé, si tu veux mettre le slide suivant, donc on s'est dit, on a posé la question ainsi, est-ce que l'ouverture des données, l'open data à profusion, c'est une obligation dans beaucoup de services de l'État, et la data science nous permettrait de mieux comprendre, pour mieux aider, pour mieux guider les politiques territoriales, mais aussi les acteurs. Quand on est sur un territoire, en fait, les collectivités, les acteurs publics vont chercher à améliorer la sécurisation de leur territoire en termes de résilience, vont chercher à développer l'emploi, par exemple, et les acteurs économiques, ils vont chercher à sécuriser leurs approvisionnements, enfin les entreprises, mais ils vont aussi chercher des débouchés commerciaux sur des nouveaux produits. Donc, c'est un peu ce dont je parlais de ces sauts productifs qui peuvent être des opportunités d'affaires pour eux. Donc, on est, si tu veux mettre le slide suivant, typiquement dans ce qu'on appelle une fonction d'optimisation multi-objectif dans laquelle on tient compte de plusieurs stratégies, ou en tout cas fonctions d'utilité, qu'on essaie d'optimiser voilà, pour effectuer des recommandations. Alors, ce que vous avez devant vous, en fait, on a fait un outil qui s'appelle l'Atlas des synergies productives. D'ailleurs, il faut que je rende hommage du coup aussi à toute l'équipe qui a travaillé avec moi, Adélaïde et Benjamin Albuic ici, et Frédéric Schoss, voilà, sur ce sujet. Donc, nous, on a fait un outil qui est en prototype sur lequel on peut se promener sur les territoires et sur lesquels, en fait, on a analysé les productions, les exportations, les acteurs, etc. Et on est capable de faire des prédictions, des suggestions de recommandations qui peuvent être vues comme des relations clients-fournisseurs, mais aussi comme des coproductions. C'est-à-dire que pour développer un nouveau produit sur un territoire, par exemple, ça peut être intéressant que des acteurs se mettent ensemble. Donc, derrière chaque lien, il y a une recommandation qu'on peut expliquer. On peut dire pourquoi on recommande telle personne à telle autre. Tu veux mettre la page suivante? Alors là, j'aime bien mettre cet exemple de la Guadeloupe qui peut paraître étonnant, hein, on est un peu éloigné de nos territoires. Par contre, finalement, les îles, depuis longtemps, elles sont vulnérables par rapport à ces problèmes d'approvisionnement supply chain. Donc, elles sont très inspirantes d'une certaine manière. Et en fait, les premières qui ont cherché depuis longtemps à sécuriser, notamment de façon alimentaire, voilà, leur production. Parce que quand on parle de production industrielle, en réalité, on parle aussi en fait, de l'agroalimentaire et de l'ensemble des secteurs. Vas-y, si tu veux mettre la suivante. Voilà, donc du coup, notre travail, qui est donc, bon, là, remercie voilà, l'ensemble des acteurs que j'ai évoqués tout à l'heure. Du coup, c'est un travail de recherche qui a été qui est publié, qui a été sélectionné sur une conf I3E, là, donc, que je vais présenter après-demain. Et on a réussi à construire par l'IA, donc on y vient, par l'IA et la sémantique, en l'occurrence Word2Vec et un certain nombre de choses, on a réussi à reconstruire le lien qu'il y a, si vous voulez, entre le blé, la farine, le moulin, etc. Et parce qu'on s'est appuyé sur quelque chose qui était peu utilisé justement en IA, qui étaient les désignations de produits et d'activités économiques. En fait, il y a tout un tas de nomenclatures autour de la production. On s'arrête souvent sur les nomenclatures françaises. On connaît NAF, par exemple, sur les secteurs d'activité. Bon, on connaît un certain nombre de nomenclatures. En fait, il y a plein de nomenclatures dans les produits, tout ça. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que chaque classe est décrite dans une description qui est très, on va dire, particulièrement adaptée à l'apprentissage parce que la façon dont sont rédigées les nomenclatures
est faite pour éviter toute ambiguïté. Et donc, on a même réussi, d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est qu'on est finalement, on a essayé des systèmes préentraînés. On peut récupérer des systèmes préentraînés à partir de Wikipédia, de choses assez énormes. Donc, on a évoqué un peu les dérives tout à l'heure. Et les meilleurs résultats qu'on a obtenus, c'est finalement avec notre propre corpus basé sur 26 000 nomenclatures spécialisées, donc on va dire un corpus très spécialisé. Et du coup, on retrouve ces liens. Donc, ça nous permet de construire un espace vectoriel, en l'occurrence à 100 dimensions, dans lequel on place des objets. Alors, au départ, ce sont des mots qui sont distribués. Et nous, à partir des mots, on construit des produits qui ne sont jamais décrits que par des mots de leur désignation. Et ces produits, puis on a fait des recoupements. Et ces produits, les uns par rapport aux autres, nous permettent de calculer ensuite des proximités. On a aussi le concept d'activité économique, ce fameux code NAF, mais il y en a plein d'autres, ISIC international, qu'on peut représenter. Et les établissements eux-mêmes, dépendamment de leur production et de la pondération des produits qu'ils fabriquent, peuvent être aussi représentés dans cet espace vectoriel, sans m'attarder, pour dire que ça nous ouvre de nouvelles portes pour faire de la recommandation et de la segmentation. Voilà. Si tu veux mettre juste. On a juste une petite question avant d'enchaîner de Jean-Anaël Gob qui nous dit « Arnaud, tu penses que l'on aura un retour aux besoins fondamentaux à cause de notre mauvaise gestion des ressources, une sorte de retour en arrière inévitable que l'on va plus ou moins subir ?» Et une autre question de Pascal Mourier qui nous dit « Est-ce que ce prototype est accessible ?» Oui, alors, la dernière question qui est plus simple, tu m'en veux pas, Jean-Anel. Alors, ce prototype, il est en ligne, mais pour l'instant, il y a un login mot de passe. Mais notre projet avec l'UCA et donc Adélaïde et Benjamin Lebouc ici, c'est d'en faire un projet tout à fait accessible, consultable, voire open source pour une grande partie des algorithmes, parce que les méthodes de recommandation qu'on a expérimentées, si vous voulez, elles sont perfectibles. Et ce qui est intéressant, c'est que des acteurs, notamment des sciences économiques, puissent intervenir. Voilà, on est plutôt dans un projet collaboratif, en l'occurrence là. Donc, j'ai envie de dire, sous un mois ou deux, c'est un projet qui sera en ligne. Pour l'instant, il y a un lien que j'avais évoqué sur le site d'Open Studio, mais avec une vidéo de présentation, mais on n'a pas accès. Par contre, si vous voulez un accès, vous pouvez me le demander, je vous le ferai volontiers. Voilà, sinon, il faut attendre je dis un mois ou deux, le temps qu'on gère ça. Voilà. Et alors, question de Jean-Naël, alors c'est vrai qu'on est en train de payer un gros laisser-aller, en tout cas, c'est évident. Et d'une certaine manière, alors, bon, c'est un domaine que je ne maîtrise pas, moi je suis informaticien, je ne suis pas ni énergéticien, ni géologue, tout ça, mais c'est sûr que on a fait extraire des matières premières dans des pays, ça nous arrangeait bien, on a fait fabriquer sans regarder trop comment ça se faisait dans des pays, voilà. Aujourd'hui, on est plutôt sur des modèles de fabrication distribués, finalement, c'est un peu l'idée de l'Atlas que j'ai présenté, c'est-à-dire que c'est à chacun d'essayer de s'autosuffire d'une certaine manière dans sa production, ce qui aura pour effet, vous voyez, en tout cas, l'idée, c'est pas qu'on fasse du greenwashing, mais qu'on soit vraiment avec un gain direct, on va dire, sur la qualité de production, du coup, contrôlée dans un pays comme le nôtre, et puis, évidemment, les gains sur les transports et les porte-conteneurs, etc. Donc, c'est vraiment le retour au bon sens, mais le tout allant aussi dans le sens d'une sécurisation et d'opportunités économiques et de création d'emplois pour nos territoires. Voilà. C'est juste une aide. Je pense que beaucoup d'industriels, de toute façon, moi je vois, je suis abonné à l'usine Nouvelle, par exemple, c'est des sujets qui sont évoqués dans chaque édition là en ce moment. Depuis la crise, voilà, c'est vraiment fort. Donc, les industriels, disons, c'est une question de survie, mais de diversification. Cet industriel, du coup, de Haute-Loire, dont je ne connais pas plus l'activité d'ailleurs, j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais en gros, se déboucher sur les blues, j'espère que le marché public des hôpitaux tiendra compte de ça dans sa prochaine commande et il ne sera pas sur le moins 10 ans. Voilà. Voilà. Oui, alors je reprends du coup. Alors là, oui, je vous ai parlé de ces sauts productifs. En fait, c'est des suggestions de diversification de l'activité. En fait, ces liens de production entre les types de produits, je vous ai juste mis deux visuels. Celui de gauche, c'est ce qu'on appelle l'espace productif qui a été modélisé et mis au point par l'Université de Harvard et en fait par Ricardo Haussmann de l'Université de Harvard qui a analysé les co-exportations pendant plusieurs dizaines d'années de chaque pays du monde pour trouver en fait les produits qui étaient co-exportés ensemble
plus un peu de formules liées à l'avantage compétitif. Et donc, l'idée sous-jacente, c'est que les pays, les développements économiques des pays se font par l'augmentation de la complexité de leur production, étape par étape. En gros, si vous commencez par une simple exportation pays émergent je sais pas, de pêche, de céréales, en fait, pour arriver jusqu'à, évidemment, les semi-conducteurs, il va vous falloir passer par un certain nombre d'étapes. Et donc, tout à fait concrètement, dans le visuel que vous voyez, en fait, à l'extérieur du graphe sont présentés chaque nœud en fait est un type de produit selon la nomenclature système harmonisé. Et plus vous êtes à l'extérieur, plus ce sont des produits relativement simples en termes de complexité économique, et plus vous allez vers l'intérieur, et plus ce sont des produits complexes. Mais plus vous allez vers l'intérieur, plus vous avez des liens, des connexions pour faire des sauts productifs vers d'autres produits. D'accord ? Donc, voilà. Ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est que l'exemple, alors j'ai mis un exemple, bon, c'est de l'open data là encore, donc très très agréable de travailler dans ces conditions. On a beaucoup de données, c'est de l'open data fourni par Harvard sur leur site, que tout le monde peut télécharger et exploiter pour faire des applicatifs ou des recommandations statistiques à prendre. Et ici, on a des liens par exemple dans le domaine de la médecine, mais vous avez vraiment des liens voilà, qui font que effectivement, vous avez un lien qui est plus proche du coup entre la blouse et l'emballage plastique que effectivement le gel hydroalcoolique. Voilà, ce qui paraît logique, mais ce qui est intéressant, c'est que là, on a des outils qui, finalement, c'est là où l'IA est performante, c'est qu'elle va traiter un grand nombre de données. On a ici une nomenclature à 1600 références, mais nous, on travaille à plus de 5000. Donc, vous avez plus de 5000 références, vous avez des codes d'activité, vous avez des acteurs, il y en a quand même beaucoup, dans des dimensions et des effectifs différents. Donc, c'est… Voilà. Je m'arrête là parce que, en fait, après, ça ferait l'objet d'une conférence à part entière. On pourra recréer un moment avec grand plaisir. Oui. Merci Amélie et Arnaud pour vos interventions. Je me permets d'exprimer cette phrase, mais qui bien entendu est sous votre contrôle, en guise de conclusion par rapport au titre, justement. On s'était posé la question si Green IT et intelligence artificielle faisaient bon ménage. J'ai l'impression, et j'ai envie de dire que oui, seulement si on reste sur un côté utile et pas futile, en fait. Ou est-ce que c'est un peu simpliste, mon résumé? Non, je crois que tu as tout à fait raison. En fait, finalement, on voit que quand je dis la sobriété, c'est la sobriété de la fonctionnalité. En fait, ça ne se joue pas dans les algos, mais c'est dans la fonctionnalité. Tout le monde entend bien. Je ne sais pas si vous voulez, l'utilité, ça fait appel à des notions de sociologie, etc. C'est-à-dire, encore une fois, certainement la pyramide de Maslow, d'ailleurs, on retrouve ça, la fonction d'utilité pour une personne. L'exemple, on peut citer, on sait qu'il y a des choses qui sont complètement à l'opposé. Par exemple, utiliser le deep learning pour gagner des pourcentages précieux de détection d'un cancer précoce. Voilà, et à l'opposé, on va dire des moyens matériels exorbitants mis pour finalement vous recommander une vidéo dans Netflix qui aura un taux de 1% de plus de clics. Voilà, voilà. Donc on sait qu'il y a… Ces deux exemples montrent qu'il y a certainement quelque chose donc à écrire et à mesurer avec un indicateur, certainement, voilà, d'utilité à définir. Tout à fait, voire même, j'ai envie de dire, ce que nous a présenté Amélie là, sur la partie jeu de Go, effectivement, ça se posait la question entre l'utile et le futile. Donc, oui, là. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites l'un et l'autre, mais je pense qu'il y a quand même un point à ne pas oublier qui est la prise de conscience. On parlait d'un grand virage tout à l'heure. Ce grand virage, on le prendra correctement si et seulement si un nombre suffisant de personnes prennent conscience de l'impact de ce que l'on fait aujourd'hui avec de l'intelligence artificielle. Et la limite entre utilité et futilité, elle est là aussi. Dans les articles que je vous ai pointés tout à l'heure, il y a un article sur est-ce que votre consommation Netflix est une bonne idée? Aujourd'hui, on utilise tous Netflix sans se poser de questions. Si demain, il y avait un autocollant d'impact énergétique de Netflix, comme on a un autocollant sur notre frigo quand on l'achète, hein, avec du A, A+, peut-être qu'on n'utiliserait pas Netflix de la même façon. Cette prise de conscience à l'échelle sociétale, elle est importante, et c'est pour ça que moi j'insiste très lourdement sur le fait qu'il faut, en tant que citoyen, qu'on augmente notre niveau d'exigence sur les différents outils technologiques qu'on utilise, et ça vaut pour tout, pas seulement pour l'intelligence artificielle, parce que sinon, en face, on n'augmentera pas notre niveau de qualité en termes d'algorithmes.
Tout à fait. D'ailleurs, pour compléter tes propos, Amélie, tu as cité la source tout à l'heure. Sur le site de l'Alliance Green IT, justement, il y a quelques fiches pratico-pratiques à destination, on va dire, des usagers finaux. Et pour rebondir sur ce côté Netflix et sur le volet, on va dire, streaming à la demande d'une manière générale, ça, c'est clairement un chiffre qui parle. Quand vous regardez 1h30 de film en streaming, ça a le même impact pour la planète que si vous allumez votre four à peu près 200 degrés, que vous le laissez la porte ouverte durant exactement le même temps. Alors qu'effectivement, cette prise de conscience me semble être compliquée à avoir, dans la mesure où on n'a pas l'impression de polluer en étant posé dans son canapé. Et c'est ça, je pense, la partie la plus compliquée justement de ce volet prise de conscience. Exactement. Je vais me faire l'écho justement d'une autre question de Basse, même s'il a dû nous quitter dans ce webinaire. Alors, c'est peut-être une question qui sera aussi peut-être traitée dans quelques jours, le 9 juin prochain, lors de l'Assemblée générale annuelle du Digital League, où on aura notamment une intervention sur l'informatique quantique. Basse a posé la question suivante. Quid de la conso énergétique de l'ordinateur quantique? Qu'en sait-on aujourd'hui? Si vous avez des infos, n'hésitez pas. Alors, effectivement, je pense qu'il vaut mieux écouter les spécialistes du sujet, notamment Olivier Ezrati sur le sujet. Aujourd'hui, un ordinateur quantique, ça consomme que dalle. Ce qu'il consomme, c'est de le refroidir. Et le progrès technologique, il est à faire sur le système de refroidissement plus que sur le processeur, enfin le qubit lui-même. Bon, on lui C'est apporte d'ailleurs confiance. une des limitations principales aujourd'hui du développement du quantique. C'est la partie calo. Ouais. Et alors, je profite d'avoir le micro, entre guillemets, pour poser une autre question. Alors, je vous la répète texto. L'utilité fait appel aux besoins de l'utilisateur, donc à l'UX design, mais l'ultra-digitalisation n'est pas forcément une bonne chose, car le numérique est censé faciliter les choses et non les complexifier ni les détériorer. Vous partagez ce point de vue? Arnaud, ton micro est coupé si tu veux répondre. Oui, je partage ce point de vue. C'est vrai qu'on a, quelque part, on sait que la difficulté, c'est de faire des choses simples, voilà, et qui vont dans le sens de l'utilité. On a par exemple, on sait que, par exemple, dans les systèmes de recommandation, fonctionnent parce que ils enlèvent ce qu'on appelle le paradoxe du choix quand il y a beaucoup de… Voilà, donc, je pense que la question est plus à poser dans un monde où il y a énormément de données et en fait où les outils pour nous guider, finalement, bon, ça se matérialise par des interfaces, mais derrière les traitements vont être à base d'IA pour arriver à s'y retrouver. En fait, c'est un peu c'est un peu la clé aussi. C'est pour ça que c'est aussi une source du problème parce que voilà, mais c'est aussi une source de la solution, enfin une partie de la solution. Merci pour cette réponse. Alors, je vois qu'il est déjà 16h04. Je vous propose, si vous le souhaitez, qu'on puisse traiter peut-être une dernière question. Si vous voulez profiter de l'expertise d'Amélie et d'Arnaud sur ces sujets d'intelligence artificielle et de Green IT, auquel cas on rendra l'antenne tout simplement et on se permettra de vous faire parvenir justement les slides qui vous ont été présentés et notamment les différents liens qui ont pu être sourcés et qu'on vous invite justement à consulter par la suite. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Il semblerait que ce soit tout bon, j'ai envie de dire, de notre côté. Donc, on ne va pas vous retenir plus longtemps que cela. J'espère en tout cas que cette session vous a plu, vous a permis justement de découvrir assez rapidement, mais par le biais de deux retours experts, des liens qu'il peut y avoir justement entre Green IT et intelligence artificielle. Ces questions seront bien entendu traitées et on va continuer à se pencher sur le sujet au sein de Digital League, autant par le biais d'Amélie que vous pouvez solliciter si vous avez des questions, des souhaits d'avancer justement sur le volet intelligence artificielle, n'hésitez pas à profiter de sa présence. Pour la partie Green IT, on vous invite effectivement à plutôt vous rapprocher de nos onglets actualité et agenda où vous retrouverez pas mal de choses là-dessus. Et bien entendu, on sera ravis de pouvoir vous accueillir le 1er juillet prochain
à Saint-Étienne lors d'une conférence de Frédéric Bordage qui aura lieu en plus en extérieur. Donc, ça devrait être un moment sympa pour justement tous se retrouver. On doit normalement se retrouver effectivement pour le 5e volet du parcours Green, qu'on risque peut-être par contre de décaler au 1er juillet. Si je ne m'abuse, je crois qu'il était placé au niveau du 15 juin. Et il pourrait être intéressant justement que nous fassions cette dernière session enfin, la 5e et dernière étape du parcours Green, juste en amont de la conférence. Donc, on est en train de travailler là-dessus, mais rassurez-vous, vous en serez très, très vite informés. Dernier point avant de remercier justement Amélie et Arnaud. Comme j'ai pu vous le glisser, nous avons eu la très très récente opportunité de réaliser notre assemblée générale annuelle en présentiel cette année. Donc, il y aura lieu le 9 juin prochain à partir de 17h au campus région du numérique à Charbonnières-les-Bains, donc à une quinzaine de minutes dans le nord de Lyon. Tout dépend de la circulation, j'imagine, Amélie me dira, mais c'est à peu près ce temps-là. Donc, vous aurez le plaisir de nous retrouver là-bas et on aura surtout le plaisir de vous y retrouver. N'hésitez pas à vous inscrire. Néanmoins, juste petit bémol, si on peut dire ça comme ça, il sera nécessaire de montrer patte blanche et de nous présenter justement un test PCR de moins de 72 heures et ou un premier certificat de vaccination. Voilà, c'est un petit peu la condition sine qua non pour se retrouver. Mais vu les 15, voire plus mois que nous venons de traverser, je pense que c'est un tout petit détail pour justement que nous puissions profiter d'un bon moment. Merci à toutes et tous pour votre écoute, pour ces échanges, pour les questions que vous nous avez posées et surtout un grand merci à Amélie Cordier et Arnaud Pachot de nous avoir éclairés, de nous avoir fait profiter de leurs connaissances, de leur expertise et de leur savoir sur cette belle thématique d'IA et de Green IT. Merci beaucoup à eux. Avec plaisir. Merci. Ouais. À très bientôt, bonne fin de journée et vous retrouverez donc d'ici